Bonsoir et ravi de vous retrouver sur ATV. C'est pour comprendre les nouveaux enjeux et l'impact des réformes en cours sur la formation en Martinique que se tenaient récemment les premières assises régionales de la formation. Un rendez-vous important pour tous les acteurs du domaine. Pour y voir plus clair, nous développerons plusieurs thématiques ce soir à travers nos reportages et en compagnie de nos invités. Mais d'abord, pour comprendre l'intérêt d'un tel rendez-vous, avec nous le président de la commission éducation et formation professionnelle du Conseil régional, M. Daniel Robin, bonsoir. Bonsoir M. Roseli. Et merci d'être avec nous. Pourquoi était-ce si important de se pencher sur l'état et le développement de la formation professionnelle en Martinique? Tout d'abord, il y a une corrélation très forte entre emploi et formation. On rencontre une évidence, c'est que l'analyse des statistiques montre que plus le niveau de qualification est élevé, plus l'accès à l'emploi est facile. Donc nous avons d'abord posé un certain nombre d'éléments de réflexion stratégique avec le contrat de plan régional de développement de la formation, les contrats d'études prospectives, le schéma prévisionnel collège-lycée, qui font qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des partenaires sociaux, institutionnels, nous avons posé la vision de ce que nous devons mettre en œuvre en termes de formation professionnelle. Il fallait partager cela avec les acteurs de la formation et surtout intégrer et imprégner l'ensemble du champ des axes qui sont en train de changer et notamment les éléments à caractère législatif qui font que nous avons une réforme au niveau national, le fameux acte 3 de la décentralisation qui comporte un volet formation, plus ce que nous avons nous-mêmes engagé au niveau de la région, à savoir une demande d'habilitation, orientation, formation, emploi, pour être en cohérence et faire que l'ensemble de ces visions, de ces réflexions, de ces instruments permettent d'être en optimisation de la démarche d'insertion des Martiniquais. Nous sommes à un véritable tournant. Vous parliez des partenaires, des acteurs concernés. Est-ce que justement ces acteurs concernés et la population de manière générale ont compris les enjeux de ce secteur pour le développement de la Martinique ? Alors il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je crois que d'abord, il y a un vrai appétit et un vrai engouement autour de la formation. C'est extrêmement réjouissant, ce qui veut dire que le public auquel nous nous adressons a compris effectivement que la formation était intimement attachée à sa démarche d'insertion professionnelle. Cependant, je crois que les évolutions que nous évoquons, il était important de les partager, d'où la nécessité de mettre en œuvre ces assises, parce qu'il fallait aujourd'hui donc mettre en œuvre une démarche de communication, une démarche de partage, et surtout faire en sorte que nous traduisions dans nos dispositifs, dans nos politiques, pour que le grand public puisse avoir au final une juste visibilité sur tout ce qui est engagé, de façon à être mieux en capacité de s'orienter. Et je pense que c'est ça aussi la démarche, faire en sorte que les publics sachent exactement ce qui est mis à disposition, comment y accéder, avec quels partenaires et quels acteurs. Daniel Robin, merci. On vous retrouve dans un instant avec d'autres invités, mais entrons dans le vif du sujet à travers un focus sur la démarche qualité engagée dans la formation. On se retrouve juste après. Développer la qualité de la formation professionnelle en Martinique pour en faire un outil de développement économique et de cohésion sociale, une volonté portée par la collectivité régionale et partagée avec les partenaires de l'emploi, de l'insertion et de la formation. C'est un formidable pari qui est aujourd'hui transformé parce que nous avons réussi à mettre la qualité au centre et au cœur de la démarche de la formation professionnelle. Vous savez, nous avions il y a 2 ans lancé cette initiative en disant voilà, il nous est apparu important de considérer qu'il y avait dans le foisonnement d'organismes de formation nécessité de faire un petit peu le ménage, d'apporter, je dirais, ce qui nous a vraiment motivés, une démarche de progrès, d'amélioration continue et qui permette d'élever petit à petit le niveau de formation pour pouvoir faire en sorte qu'au bout de la chaîne, les personnes qui en sont les bénéficiaires soient en capacité de dire que nous avons la certitude, tous ensemble, financeurs et bien sûr bénéficiaires, nous sommes au rendez-vous de la performance du champ de la formation professionnelle. Pour répondre aux nouveaux défis de la formation et de l'emploi, la collectivité régionale a lancé depuis 2011 une démarche innovante et responsable pour améliorer la qualité de l'offre de formation professionnelle en Martinique. Quand on rentre dans une démarche qualité, l'idée est de faire en sorte qu'on soit sur une dynamique, sur justement cette permanence de recherche d'amélioration continue. Ça garantit donc aux stagiaires et à l'apprenant de pouvoir s'assurer qu'effectivement
s'ils voient un programme de formation, le contenu correspondra au programme de formation, tant sur les aspects pédagogiques que sur les contenus techniques théoriques, et également sur les modalités ensuite de pouvoir mettre en œuvre une évaluation lui permettant notamment de valider ses acquis. Alors les donneurs d'ordre déjà sont de plus en plus sujets à des demandes dans leur cahier des charges, dans leurs appels d'offres, à demander à ce que les organismes de formation eux-mêmes rentrent dans une démarche qualité, voire pour certains imposent une certification. Il existe effectivement une norme qui est plus spécifique sur justement les organismes de formation. Il existe donc une norme française, la NF 214, qui a été retenue par la GEFMA et par la région pour être le référentiel de certification des organismes. L'ambition de la région est de mieux maîtriser l'intégralité du processus de formation et d'amener les acteurs à gagner en qualité et en performance. C'est une chose très importante, la démarche qualité, pour que nous puissions être reconnus comme des organismes compétents et que les clients puissent nous faire confiance, puisque nous avons quand même des clients qu'il faut satisfaire en ayant une éthique et une déontologie, ce qui est très important. La GEFMA est justement notre partenaire privilégié et nous allons continuer à collaborer avec eux pour que nous puissions atteindre cet objectif qualité qui est primordial aujourd'hui dans l'exercice de notre activité. L'ensemble des partenaires, financeurs de la formation professionnelle, est impliqué dans la charte régionale pour le développement de la qualité de la formation en Martinique. Il existe un nombre incalculable très important d'organismes de formation et en général on se dit qu'il existe tant d'organismes parce qu'il y a une certaine somme dont on peut disposer et tout le monde s'est déclaré organisme de formation. Donc le fait qu'il existe une charte et qu'on puisse répondre à un certain nombre de normes pour pouvoir être, on va dire, opérationnel et représenter une garantie pour celui et celle qui sera formé demain, je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, le CNFPT Martinique est engagé auprès des 15 000 agents territoriaux aujourd'hui dans le domaine de la formation, mais aussi de l'accès à un certain nombre de concours. Adossé aussi à des grandes causes, la lutte contre les discriminations, les risques psychosociaux, la lutte contre l'illettrisme. Et c'est vrai qu'à travers cette charte, nous aurons quelque part une garantie du type de prestation, une optimisation, je dirais, de la garantie de qualité des prestations qui sont données à la fois à ces agents territoriaux, mais aussi à d'autres bénéficiaires aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on y voit véritablement un acte fort. C'est pour ça que le CNFPT Martinique a souhaité s'engager aux côtés des autres partenaires à l'initiative donc du Conseil régional et de la GEFMA. Une charte qualité, bon, il était temps parce que c'est 514 organismes de formation et une charte qualité, c'est surtout pour permettre d'améliorer le service rendu aux salariés et aux personnes qui bénéficient de la formation professionnelle. Donc nous espérons que cette charte évoluera. Nous pensons surtout aux formateurs, car le formateur est au centre de la relation de formation. C'est une relation humaine, la formation. Et donc, plus on aura des formateurs bien formés, plus on aura des formateurs bien assis dans leur profession et certainement ça augmentera encore plus la qualité. Donc à cette charte, il faudra associer aussi moins de turnover dans les organismes de formation. Cette charte que nous signons aujourd'hui est un début, je dis un excellent début pour nous rassurer sur ce qui va se passer dans le centre de formation puisque là, nous constatons que nous arriverons à une certification des organismes de formation, donc c'est un gage de qualité pour nous. Ce qui me semble important dans la charte que nous venons de signer, c'est l'ensemble des partenaires qui ont implanté leur vision, leurs habitudes également, leurs pratiques, leurs enjeux et qui ont permis effectivement de se traduire par cette charte qualité. Et dans l'avenir, ce que nous souhaitons effectivement, c'est pouvoir continuer sur la base de notre expérience à apporter un plus, une valeur ajoutée à cette démarche globale, puisqu'effectivement, une formation de qualité, c'est autant de demandeurs d'emploi qui seront capables de répondre donc aux besoins de compétences des employeurs de la Martinique et c'est donc un mieux-être collectif que nous visons. Il est aujourd'hui possible, dans notre pays, de marier qualité, performance, avec une démarche consensuelle, avec une unanimité, mais nous avons réussi et je crois que c'est emblématique comme démarche parce que nous mettons réellement dans la balance plus que des moyens aujourd'hui, une volonté partagée de dire la formation mérite
parce que c'est essentiel pour le développement, ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, les signataires de la Charte régionale de la qualité s'inscrivent dans une même dynamique de progrès pour apporter une valeur ajoutée durable aux acteurs de la formation en Martinique. Et pour aller plus loin avec nous sur ce plateau, Madame Hélène Groma, bonsoir. Vous êtes correspondant qualité, responsable de formation à l'URAS-IFMES, un centre de formation bien connu. Merci d'être avec nous. Madame Valérie Padra, bonsoir. Vous êtes directeur technique du pôle ingénierie de la GEFMA et Daniel Robin, que l'on retrouve le président de la commission éducation et formation professionnelle de la région. Justement, Monsieur Robin, ce secteur de la formation professionnelle est un tournant de son histoire. La notion de qualité, de certification est une clé pour avancer? Oui, parce que nous avons finalement bien identifié le fait qu'entre la collectivité, qui met à disposition des moyens, qui achète de la formation, qui accompagne individuellement donc les demandeurs, et la prestation qui doit être attendue, livrée aux participants, donc aux stagiaires, il y a la nécessité d'opérer à la fois des contrôles, ce que nous avons fait, et s'assurer que la prestation livrée est bien conforme. Et nous avons donc mis en exergue la nécessité qu'il y avait d'accompagner les organismes de formation dans une démarche qualité qui permet effectivement d'améliorer globalement la performance en faisant progresser les organismes de formation vers un plus de performance et une meilleure dispensation de la formation à la Martinique. Alors, Madame Padra, vous êtes directeur technique du pôle ingénierie de la GEFMA, association de gestion de l'environnement et de la formation de Martinique, pour être précis. Comment vous accompagnez les organismes formateurs dans cette démarche de certification? Alors, il y a une campagne donc, qui est lancée, qui en fait permet à chaque organisme de formation de se positionner. Donc je précise que c'est une démarche volontaire. Donc il y a différentes étapes à respecter pour cet organisme de formation. Donc il est important pour cet organisme de définir un référent, de désigner un référent qualité, d'ailleurs comme Madame Groma, dans cet organisme. Et ensuite, il y a des audits à blanc qui sont réalisés. Il y a au préalable un questionnaire autodiagnostique aussi qui permet à l'organisme de formation de se positionner, d'avoir une grille de lecture sur son activité et de définir en fait des actions correctives. Il y a aussi un plan d'accompagnement personnalisé qui est mis en place et donc qui permet à l'organisme de formation de mettre en place, comme je l'ai dit, des actions pour aller vers la certification. Et dans ce cadre-là, c'est la norme NF Service 214 propre au métier de la formation. Alors, Madame Groma, comment l'engagement à cette démarche a-t-elle été vécu par vos équipes? Alors, l'inscription dans une démarche qualité est l'affaire effectivement de toute une équipe. Donc, il fallait, pour obtenir l'adhésion de tout et chacun, présenter la norme NF 214, expliquer en quoi l'inscription dans la démarche qualité peut nous permettre de rayonner, parce que s'inscrire dans une démarche qualité jusqu'à l'obtention d'une certification, cela permet la mise en avant d'un savoir-faire. L'IFMES va fêter ses 40 ans en 2014 et c'était l'occasion justement de revisiter des pratiques de manière à pouvoir les réajuster. Monsieur Robin, pour que l'on comprenne bien, quels sont les objectifs à terme de cette démarche? Vous savez, je pense que je l'ai exprimé très tôt, la formation professionnelle à la Martinique a besoin aujourd'hui de se professionnaliser. Ça veut dire qu'il faut qu'on améliore donc la performance parce qu'à la clé, il y a l'accès à des marchés publics. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir effectivement déployer donc, à travers donc, notre action une démarche qui, au final, sanctionnera positivement celles et ceux qui s'y seront engagés, à savoir faire en sorte que ceux qui, dans une démarche de bénévolat, se sont engagés dans la charte que nous avons signée donc en fin d'année dernière, nous permettent, après coup, demain d'être professionnels, à la fois en accompagnement des formateurs, en régulation des éléments de processus et de procédures internes, de façon à ce qu'au final, nous ayons la certitude que lorsque nous passerons un appel d'offres, nous serons en capacité de choisir une entreprise, de préférence locale, qui sera réellement en aptitude de livrer tout ce que nous avons voulu, dans le cadre du cahier des charges, mettre en œuvre
pour nos bénéficiaires. Alors ça, c'est pour les objectifs, mais de manière pratique, Madame Padra, quelle méthodologie est mise en place avec les organismes et les formateurs eux-mêmes? D'accord. Alors, c'est un travail qui est négocié. Donc, il y a 4 caractéristiques. Donc, un travail négocié qui permet d'analyser une pratique de formation, qui permet d'évaluer en utilisant des critères à qualité. Et dernière caractéristique, l'objectif, c'est une amélioration continue de ces pratiques. D'accord? Donc, un travail négocié sur une pratique de formation qui va être analysé en fonction de critères bien définis dans l'objectif d'une amélioration. Alors, tout ça est visiblement bien cadré. Madame Groma, est-ce que cela change quelque chose dans vos procédures, dans votre plan pédagogique? Alors, de manière très concrète, je vais faire le lien justement avec ce que disait Madame Padra tout à l'heure quand elle parlait d'autodiagnostic et quand je disais tout à l'heure que ça nous a permis d'interroger nos pratiques. Quand une personne vient au centre de formation afin d'obtenir des informations ou se rapproche du centre de formation. Donc, la première étape, c'est d'identifier par rapport à l'accueil de cette personne. L'accueil physique, comment est-il fait? Comment est-il préparé? Est-ce que cette personne reçoit toutes les informations qu'elle souhaite obtenir? L'accueil téléphonique est-il pensé également de manière efficiente? L'accueil courriel, comment est-il organisé? Et pour chaque étape jalonnant l'organisation de la formation, nous avons eu à nous interroger et à commencer justement à identifier nos points forts, nos points d'effort. Il y a forcément des points d'effort et justement mettre en lien toutes ces questions avec les critères qui figurent dans la norme NF 214 et ce qui va nous permettre petit à petit avec chaque salarié concerné de retravailler sur les process existants jusqu'à les formaliser dans le manuel qualité. Et sur ce point justement, Madame Padra, peut-on considérer qu'il s'agit d'un vrai changement de l'approche qu'ont les acteurs concernés de la formation? C'est un changement, c'est surtout un développement, puisque là, nous en fait, appuyons sur une démarche d'ingénierie de formation, donc qui respecte vraiment 4 phases. Donc, il est essentiel pour l'organisme de formation d'analyser le besoin de formation. Bon, on forme, oui. Pourquoi? Avec qui et comment? Ensuite, une phase de conception. Donc, vraiment une phase où on met en place des dispositifs appropriés qui répondent donc aux besoins. Une phase en fait de réalisation effective, donc qui respecte différentes phases en passant par l'accueil, mais même, et c'est ce que l'on souhaite avec la région, pouvoir uniformiser la description même de l'action de formation en respectant un langage commun. Donc, chaque acteur de la formation va utiliser donc, ces différents critères pour décrire une action de formation. Et ensuite, une phase qui est essentielle et que l'on souhaite vraiment développer, c'est la phase d'évaluation. Donc, développer cette culture de l'évaluation pour pouvoir évaluer et avoir en fait un retour sur investissement des actions réalisées. Et dans cette dynamique, quelle est la clé de la réussite pour les organismes de formation qui adhèrent à la démarche? La clé de la réussite, c'est qu'il est essentiel pour l'organisme de formation en amont de se poser des bonnes questions. Eh ben, comme je vous l'ai dit, je forme. Je forme pour qui? Quels sont mes produits? Quel est mon service? Quels sont mes objectifs? Et quels sont les moyens dont je dispose pour réaliser, en fait, pour atteindre ces objectifs? Monsieur Robin, pour que l'on comprenne bien, quels sont les enjeux pour le Conseil régional à travers ce schéma? Vous savez, le Conseil régional met en place donc des politiques, des stratégies, et la formation professionnelle est le premier budget de la région. Donc pour nous, il est important de mesurer la réalité des impacts induits par ce que nous mettons en œuvre. Donc ça, c'est une démarche qui est très forte. Bien évidemment, pour participer donc à l'ensemble de la démarche, il faudra que nos propres services soient impactés par une démarche qualité également. Parce que si l'on veut être cohérent et faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème formation participe à la même performance, chaque acteur, organisme de formation, AGEFPA, mais également région,
doivent être impactés par la démarche. Donc c'est pour ça que c'est une vraie révolution, mais qui se fait en douceur. Est-ce que tout le monde est au même niveau, justement? Est-ce que tout le monde avance ensemble? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté qui est très partagée d'avancer d'un même pas. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très content entre le départ de la démarche au milieu de l'année dernière, enfin milieu 2012, et la réalité de ce que nous avons signé donc à la fin de l'année 2013. Je vois qu'il y a, au-delà de nos espoirs, un vrai engouement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être vécu comme étant un peu contraignant, cette démarche. Mais finalement, en interne, et je me réjouis du témoignage que j'ai entendu, ça veut dire que ça permet effectivement de revisiter les pratiques, de revisiter les processus, les procédures, et faire en sorte que nous soyons effectivement dans une démarche d'optimisation de moyens et d'un service rendu qui est de meilleure qualité. Alors, puisqu'on parle d'espoir, Madame Groma, vous attendez quoi de cette démarche qualité, de manière générale? Alors, l'obtention de la certification ne se perçoit pas par une augmentation de revenus. Par contre, ça va forcément impacter sur l'image à 3 niveaux. Par rapport aux partenaires qui sauront qu'il y a une transparence dans la prestation servie, par rapport aux apprenants qui sont rassurés quant à la qualité du produit servi, et par rapport à l'équipe. Faire partie d'un organisme de formation qui est certifié, c'est forcément valorisant pour les personnes qui travaillent au sein de cette école de formation. Et ce qui est intéressant, c'est la question de la pérennité de l'action, parce que la certification n'est pas une fin en soi. Donc il faut pouvoir s'inscrire dans un système d'évolution de prestations de qualité. Alors, très bien, peut-être un mot pour conclure sur cette thématique. Quels sont les critères pour intégrer cette démarche ? C'est la volonté du Conseil régional, intégrer l'ensemble de l'appareil de formation. Donc, il y a une condition d'avoir au moins 1 an d'existence. Alors, maintenant, pour aller vers la certification NF 214, il est important, il est essentiel d'avoir 2 ans d'activité dans le domaine de la formation et 3 ans d'existence d'activité en tant qu'organisme de formation. Il est important aussi pour les organismes de formation de respecter les obligations légales et réglementaires dont ils sont soumis. Et alors, il y a 2 autres conditions qui sont décrites au niveau de la charte. C'est de désigner l'obligation pour l'organisme de formation de désigner un référent qualité et de désigner également un référent handicap, puisque nous sommes pour l'accès de tous à la formation, à l'appareil de formation. En un mot, Daniel Robin, pour atteindre tous ces objectifs, quels sont les maîtres mots? Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition. Et c'est un petit peu ce qui nous réunit tous, une vraie ambition, parce que nous le savons, il y a beaucoup d'attentes. Les Martiniquaises et les Martiniquais le vivent dans un contexte économique un petit peu déprimé et difficile. Il nous faut donc conjuguer tous les moyens et démontrer que, et finalement c'est ça le bon message, la Martinique, quand elle avance ensemble, et c'était l'occasion avec la charte de tous les partenaires, les organisations syndicales, je pense qu'elle fait des pas qui sont significatifs vers son développement et vers le mieux-être des Martiniquaises et des Martiniquais. En tout cas, merci pour vos analyses. On s'intéresse à présent à un dispositif mis en place pour favoriser l'insertion des publics les plus fragilisés. Regard à présent sur les compétences de base en apprentissage. Savoir calculer au début, ça permet déjà dans un premier temps de savoir calculer les appareils. Et aussi, ce qui est bien avec ce banc, c'est que dans ce banc-là, vous avez tous les accessoires que vous aurez un jour ou l'autre à poser dans... Lors de l'inscription du candidat à l'apprentissage à la MEPC-FABTP, nous procédons à un repérage des difficultés que rencontrent les jeunes par le biais de tests de positionnement, d'une évaluation diagnostique, notamment sur les savoirs de base, lire, écrire, compter. Et à partir de ces résultats, nous mettons en place un accompagnement pour chaque apprenti, et notamment ceux qui sont orientés vers les classes de CAP, donc niveau 5. Avec l'aide de la NLCI, en septembre 2013, nous avons mis en place des ateliers d'accompagnement individualisés. Donc les formateurs prennent en charge les apprentis de 2e année le mardi après-midi dans des ateliers pour développer des compétences de base en mathématiques et en français. Alors l'objectif, c'est de permettre aux apprentis d'augmenter leurs chances de réussite au CAP. Cette année, nous avons commencé avec les CAP 2e année. C'est une expérimentation
Et on verra comment ça évolue pour pouvoir le faire avec les CAP première année et peut-être les bacs pro. L'équipe pédagogique de notre établissement est mobilisée pour mettre en place l'accompagnement personnalisé des apprentis en compétences de base. Comment se déroulent ces ateliers? Nous avons environ 75 jeunes. Ces 75 jeunes, pendant la matinée du mardi, sont répartis en ateliers pendant 2 heures, c'est-à-dire 2 groupes de 30-35 jeunes, répartis en ateliers où 6 formateurs travaillent en barrette. C'est-à-dire les formateurs travaillent dans les salles avec eux, en français, en mathématiques, selon leur niveau, selon les compétences à développer. L'expérimentation sur le développement des compétences de base est un besoin, puisque quand les jeunes arrivent ici en positionnement, on voit bien qu'il y a le besoin de mettre en place des ateliers pour aider les jeunes. Donc ça ne peut pas se terminer avec les examens. C'est une action qui va être pérenne avec les premières années qui sont là actuellement. Peut-être qu'en cours d'année, on mettra en place ces ateliers, mais en tout cas, à la rentrée 2014, ces ateliers vont continuer avec les apprentis qui sont en 2e année et avec les apprentis en bac pro. Et pour évoquer cette thématique, nous ont rejoint sur ce plateau Madame Odile Donatien, qui est consultante. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Madame Emmanuelle Hunal, vous êtes chargée de mission à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Monsieur Jean-Louis Fonsat, directeur de la MEP et du CFA BTP. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors avec vous d'abord, Madame Hunal, pour comprendre peut-être les enjeux de cette démarche en Martinique. Donc je vais resituer un peu plus globalement les enjeux au niveau national. Il y a en 2009, quand Martin Hirsch était haut commissaire aux solidarités actives, il a lancé des projets d'expérimentation et notamment un de ses postulats de départ, c'était de dire que ceux qui concouraient à sécuriser les parcours de formation des apprentis, donc éviter le décrochage des parcours de formation, c'était de lutter contre l'illettrisme. Et donc il nous a été demandé à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme d'expérimenter, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour justement lutter contre l'illettrisme, en tout cas prendre en charge la difficulté des jeunes apprentis en CFA. Et donc on s'est lancé dans une expérimentation nationale, à la fois en métropole et outre-mer. Et comment elle se concrétise cette démarche chez nous ? Donc cette démarche, on a d'abord en tant qu'agence saisi le conseil régional qui est compétent en matière d'apprentissage en lui demandant s'il acceptait de jouer le jeu et j'ai envie de dire de s'engager dans cette expérimentation en sollicitant les CFA, en leur demandant si eux aussi souhaitaient jouer le jeu, c'est-à-dire être accompagnés pour mettre en place une démarche de projet dans leur CFA. Alors concrètement, ça veut dire quoi, une démarche de projet? Ça veut dire, on a choisi à l'agence non pas de donner des moyens directement au CFA, mais de mettre à disposition un consultant pour les aider à réfléchir à la manière dont comment était pris en charge cette question-là? Qu'est-ce que ça voulait dire prendre en charge la difficulté en CFA? C'est quoi un jeune en difficulté en CFA? Et donc c'est. En fait, il s'agit d'un véritable projet commun. Voilà, tout à fait. L'idée, c'était de réfléchir global, c'est-à-dire sur l'ensemble du dispositif de formation que peut être un CFA, sur comment on prend en charge un jeune en difficulté et quelles sont ses réalités. Alors, Madame Odile Donatien, vous assurez l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de l'ANLCI pour l'accompagnement de la démarche en Martinique. Comment et à quel niveau vous intervenez ? Alors, dans un premier temps, il s'agissait de CFA volontaires et donc qui ont choisi, donc il y avait 3 CFA, CFA BTP, le CFA de Rivière-Salée, le CFA du François. Donc chaque CFA a dû mettre en place un groupe projet et nommer un chef de projet sur l'opération. Et moi, j'ai accompagné chaque CFA, chaque groupe projet à mettre à plat son organisation, sa pédagogie, sa façon d'accompagner les jeunes en difficulté et faire le point, poser un diagnostic à partir de là et ensuite dresser une feuille de route pour se dire, bon maintenant, si je fais bien, je ne m'attarde pas, mais si je ne fais pas bien concernant les jeunes qui sont en difficulté, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer le fonctionnement du CFA, mais aussi mon fonctionnement en tant que formateur enseignant. Alors, dans les grandes lignes, quels sont les retours de ces diagnostics qui ont été établis en préalable? Alors, on va dire que les 3 diagnostics ont été différents parce que chacun a des difficultés différentes
par CFA, mais on s'est bien rendu compte que le jeune en difficulté en matière de compétences de base, il fallait prendre en charge cette difficulté. Ce n'était pas vraiment le cas. Donc ça se faisait à l'individuel. Un enseignant ou deux enseignants pouvaient mais c'était pas fait au niveau du CFA globalement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, après le diagnostic, on a fait évoluer les organisations, et M. Fonsa pourra en parler, et nous sommes en cours aujourd'hui où nous sommes en train de faire évoluer la posture de l'enseignant, du formateur au niveau des CFA. Dans le cadre de ce projet. Justement, Monsieur Fonsa, comment a été accueillie cette démarche au sein de votre équipe pédagogique? Très favorable, dans la mesure où nous avons une longue expérience pédagogique, la MEP, et en apprentissage, nous avons tenté évidemment d'implanter et d'organiser comme nous sommes organisés depuis 40 ans. La présence de Mme Donatien et l'accueil de Mme Nina nous a permis de reviser notre stratégie pédagogique en termes organisationnels, comment accueillir les apprentis chez nous, en termes fonctionnels, quel type de formateur et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour mieux accueillir les apprentis, les amener, etc. Et troisième élément important, les apprentis eux-mêmes leur permettent d'avoir confiance en eux à travers les procédures mises en place pour, évidemment, stratégiquement obtenir une qualification. Parce que l'apprenti en Martinique est récent. Et on a tendance à croire que l'apprenti, c'est celui qui est exclu totalement du système, je dirais, pédagogique. Or, en fait, ils ont acquis des compétences au cours de leur scolarité, qu'ils ont perdu, qui ont disparu au cours de leur stratégie ou de leur pratique professionnelle. Il s'agissait pour nous, à travers les organisations mises en place et la formation des formateurs, de remettre ces jeunes dans une stratégie d'apprenant, dans une culture d'apprenant pour obtenir la qualification. Et l'apport de Mme Munal et de Mme Donatien était fondamental en termes d'organisationnel pour le CFA, en termes de formation aussi actuelle et future des formateurs, et dans le futur, évidemment, pour étendre l'ensemble des stratégies à l'ensemble des besoins du CFA. Parce que nous avons des jeunes en pré-apprentissage, les DIMA, nous avons des jeunes en CAP qui ont des difficultés. Les jeunes des bacs pro ont les mêmes difficultés, mais évidemment sous des formes différentes. Et même ceux que nous accueillons actuellement en BTS ont aussi des difficultés parce qu'ils sont tous issus du même moule avec l'éducation nationale, avec ce que nous savons en Martinique. Et d'un point de vue pratique, M. Fonsa, est-ce que vous pouvez nous détailler la mise en application de ce projet, de cette démarche dans votre établissement? Comment ça se passe? Alors, en partenariat avec Mme Donatien, puisqu'elle a longuement discuté avec les équipes pédagogiques. Oui, qui travaillent à vos côtés, évidemment. Qui travaillent à côté. Alors, ce qui est d'abord fondamental, c'est que le CFA lui-même soit apte, évidemment, à se transformer, à se régénérer. Ça, c'est des débats. Donc, les composants du CFA, dire les formateurs, oui, mais aussi l'accueil, la direction et évidemment le personnel, c'est-à-dire les médiateurs, l'ensemble de la communauté scolaire, des organisations, je dirais, pédagogiques et administratives, soient prêtes évidemment à être réformées, entre guillemets. Ceci a été fait de manière volontaire, donc est accepté. Deuxièmement maintenant, le plus important, ce sont les formateurs, parce qu'en fait, c'est eux qui partagent, évidemment, et dispensent les compétences ou détectent les compétences positives ou négatives ou mal assimilées auprès d'eux. Donc, il fallait que ces formateurs... Alors, on a un avantage, c'est que 75% des formateurs, chez nous, viennent d'arriver. Ils ont 3-4 ans d'ancienneté chez nous, c'est-à-dire ils n'ont pas d'ancienneté dans l'établissement. Donc, ils sont un peu du moule de la MEP. Donc, ils ont accepté volontairement. Et puis, dernier élément, maintenant, les apprentis, les jeunes, quand ils arrivent. Parce que quand ils arrivent chez nous, pour eux, bon, on a un patron, donc on aura de l'argent, mais le reste n'intéresse pas. Et il a fallu donc, modifier l'accueil, c'est-à-dire, quand ils arrivent, les écouter, d'accord, modifier l'accueil. Donc, l'accueil simplement, avant même qu'ils prennent la décision d'intégrer telle formation, telle CAP. Deuxièmement, ça, c'est les formations. Deuxième accueil, c'est l'accueil, évidemment, même pas d'intégration, l'accueil d'écoute, de coaching, pour savoir, en fonction de ce que tu veux, ce que tu nous dis, qu'est-ce que tu peux faire, où est-ce qu'on va t'emmener. Et puis, dernier élément, l'accueil pédagogique. À ce moment, c'est l'ensemble de batteries de tests pour détecter ce qu'ils ont retenu de mémoire ou de manière aléatoire de l'ensemble des compétences de base pour leur permettre d'acquérir des compétences nouvelles. En fait, on peut parler de programme personnalisé pour les établissements, pour les... Madame Donatien, peut-être? Absolument. Pour aller dans le sens de M. Fonsa, donc les équipes se sont posées et elles ont revisité tout ce qu'elles faisaient en matière d'accueil, tout ce qu'elles faisaient en matière d'accueil, comme on dit, pour intégrer le jeune. Et à ce moment-là, se sont demandé, mais
est-ce que tout ce que nous faisons, le jeune qui a des difficultés en matière de compétences de base, il a sa place, il est bien pris en charge. Donc tout est bien cadré, il y a un véritable suivi. Si on ne le fait pas, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est pour ça que M. Fonsa dit qu'ils ont réorganisé complètement au niveau de l'accueil pour que le jeune qui a des difficultés trouve sa place dans le CFA. Alors, Madame Hunal, oui, vous vouliez préciser? Et il trouve un sens parce que l'intérêt de l'apprentissage, c'est que justement on est sorti du système scolaire traditionnel où on est sur une transmission de savoir et là on est sur une transmission, j'ai envie de dire, beaucoup plus professionnalisante. Donc ça a du sens, apprendre un métier ça a du sens et donc revenir aux compétences de base et les mettre en dynamique quand ça a du sens, c'est au final beaucoup plus porteur. Et alors, Madame Hunal, on a compris à quel stade se situait cette démarche, aujourd'hui destinée aux apprentis de niveau CAP. Est-ce que ce projet peut s'ouvrir à d'autres apprentis, à d'autres niveaux? Je pense que à la fois oui, puisqu'aujourd'hui il y a une réforme du bac professionnel et donc notamment aujourd'hui on est beaucoup sollicité pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur les premières années de bac professionnel et à la fois être en difficulté avec les compétences de base, c'est-à-dire être en difficulté avec le lire, écrire, compter, c'est pas être en difficulté avec l'orthographe. Donc il faut aussi relativiser ce travail-là parce que c'est vraiment pour un public de niveau, on dit de niveau 5, c'est-à-dire vraiment avec et pas sur un niveau BTS où on est notamment beaucoup plus sur des questions d'orthographe. Donc c'est vraiment un projet qui restera quand même sur des niveaux de qualification de premier niveau. Et une question peut-être pour M. Fonsa ou Mme Donatien d'ailleurs. Comment impliquer l'apprenti dans un projet individuel ou commun? Alors, comment impliquer l'apprenti? C'est-à-dire, quels sont les outils qu'on met en place pour que l'apprenti puisse intégrer le système? Alors, donc on a parlé de l'accueil. Alors, chez nous, on ajoute un élément parce que je suis déterminant, c'est le coaching. Coaching individuel, ce qui n'est pas actuellement très utilisé dans le système scolaire français. Le coaching individuel, c'est-à-dire nous avons avec nous une équipe, un éducateur de rue. Alors, ça peut être paradoxal, nous avons un éducateur de rue puisque 80% viennent tous de la désocialisation, entre guillemets. Nous avons une psychopédagogue, d'accord, avec nous, qui écoute, etc., qui permet aux jeunes de bien formaliser son projet. D'accord. Et en même temps, on fait venir des professionnels, c'est-à-dire le futur employeur qui lui aussi définit avec son jeune sa stratégie. C'est-à-dire, mon entreprise, je vais t'accueillir, voilà ce que nous allons lui faire. Et pourquoi tu es là? Tu es là pour apprendre un métier. Donc, comme disait Mme Hunal, donner du sens culturel et structurel à un jeune qui, en principe, n'a pas envie d'apprendre. C'est ça. Donc, le recréer pour qu'il apprenne. Alors, deux mots avant de conclure sur cette thématique. Madame Donatien, peut-être sur les perspectives dans l'avancée de cette démarche, la progression. Alors, je vais peut-être m'avancer, mais je crois qu'on a entamé un long chemin parce que ça impacte les organisations, ça impacte la posture du formateur, de l'enseignant. Et derrière, vous savez que les heures sont déjà programmées. Il faut trouver du temps pour mettre en place cet accompagnement. Et c'est indispensable d'accompagner les formateurs sur cette prise en charge. Et ça va impacter plein de choses parce que, Mme Hunal dit qu'effectivement ça concerne les niveaux 5, mais une fois que le formateur il est formé, forcément ça va déboucher sur sa posture face à d'autres types de publics. Merci à vous pour tous ces éléments. Évoquons à présent un dispositif innovant qui permettra aux jeunes en décrochage d'accéder à des formations diplômantes dans un secteur d'avenir. Regardez. Nous sommes actuellement dans une phase de récupération des candidatures des jeunes qui sont intéressés par la Web Academy. Donc ces jeunes ont jusqu'à, grosso modo, première semaine de mars pour nous adresser leur CV à une adresse mail que je donne tout de suite. Donc c'est webacademy.martinique@agefma.fr, le tout en minuscule. Donc leur candidature sera récupérée et sera transmise au partenaire qui va avec nous procéder à la présélection. Cette phase de présélection va se faire en 3 temps. Premier temps, un entretien téléphonique avec le jeune
pour évaluer ses premières motivations. Deuxième temps de la présélection, un entretien en face à face. On va approfondir les motivations, la posture, voir si le jeune est vraiment conscient de ce dans quoi il veut s'engager. La troisième phase de présélection, dite la piscine, va consister à mettre les jeunes présélectionnés en situation d'immersion totale dans le domaine du web et de l'informatique. Et c'est à l'issue de cette phase que les 20 jeunes martiniquais vont intégrer la Web Academy à compter du 5 mai 2014. J'ai depuis tout petit été dans l'informatique. Le problème, c'est qu'à l'école, je n'avais pas forcément le comportement qui me permettait de... Donc j'ai été exclu du système scolaire et j'ai continué à pratiquer l'informatique, mais je n'ai pas eu accès aux structures pour continuer. Donc j'ai commencé à entrer dans la vie active en tant que cariste pour décharger des conteneurs. Et c'est là que j'ai pris conscience que le travail manuel, c'était pas mon truc. Que j'étais plus dans l'intellect, et que si on me donnait une chance de pouvoir rattraper ce que j'ai gâché, ben que là je ferais ce qu'il faut, d'autant plus qu'à 21 ans, ben, je suis sans diplôme, d'où le principe de la formation, et que j'ai déjà un enfant, et qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie. Donc j'ai posé ma candidature à la Web Academy. Donc au niveau de la mobilité, ça, je ne suis pas spécialement effrayé, puisque en Martinique, il n'y a pas les structures mise en place pour ce genre de formation. Et là, c'est une grande opportunité. Je peux rentrer dans une grande école d'informatique, obtenir un certificat qui me permettra déjà de me développer dans ce que j'aime et à l'issue, entrer dans une entreprise choisie par mon école. Donc, ça veut dire que j'aurai un suivi, c'est-à-dire que j'ai des gens, j'ai une organisation, j'ai des gens mis à ma disposition pour me permettre de réussir. Une chance comme ça n'arrive pas tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour développer ce projet de Web Academy, avec nous en plateau, Madame Rose Mazéas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission Interdom à Opcalia France, merci d'être avec nous. Madame Viviane Naquin, vous êtes déléguée régionale de l'ADOM Île-de-France, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Et puis Monsieur François Atif Bentanan, directeur fondateur de Zubdeco, la Web Academy, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là justement avec vous, Monsieur Bentanan. D'abord, peut-être pour revenir sur l'origine du projet Web Academy. La Web Academy, c'est parti au niveau de Zubdeco sur ces 140 000 jeunes qui sortent du système scolaire tous les ans, sans qualification, et qui ont des grosses difficultés ensuite à trouver un emploi ou à trouver une formation, car ils n'ont pas le bac. Et de l'autre côté, vous avez un marché qui explose depuis maintenant une dizaine d'années, qui est le monde du numérique, dans lequel il y a énormément de métiers qui se mettent en place. Et nous avons créé la Web Academy en 2010 au sein d'une école qui s'appelle l'Epitech, qui exerce depuis plus de 12 ans et qui forme des experts informatiques depuis. Et donc ça nous a donné l'idée de voir si on pouvait former des gens qui n'ont pas le bac au métier de développeur web. Et quel est l'intérêt de ce partenariat mis en place avec l'école Epitech? Parce que c'est important que lorsque vous voulez former des personnes, c'est d'avoir de la qualité. C'est-à-dire la problématique de la formation dans ce domaine du numérique, c'est la possibilité de dire en face de vous, vous avez un certain nombre d'entreprises. C'est une vraie pénurie, le monde du numérique. On recherche plus de 30 000 développeurs sur le territoire. Et donc, à partir de là, pour ce qui concerne la Martinique, où nous sommes aujourd'hui, il y a un certain nombre de postes ou d'entreprises qui recherchent des développeurs web qu'ils ne trouvent pas. Et donc, le fait de faire appel à une école qui a déjà de l'expérience, qui est le nom, le terme et l'expérience Epitech, fait que vous avez 100% d'emploi à la sortie. Alors, Madame Mazéas, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, comment ce projet se met en place, à travers quels moyens notamment? Alors, ce projet se met en place, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec le Conseil régional de la Martinique, et particulièrement la GEFMA, une rencontre avec l'ADOM et avec Zubdeco, en partant du principe que tout ne se joue pas au niveau de la formation initiale et que les jeunes, que l'on appelle les jeunes décrocheurs, ont le droit à la réussite. Comment ce projet se met en place? C'est d'abord beaucoup de volonté pour travailler ensemble, au-delà de nos organisations respectives, pour mettre nos moyens financiers et d'ingénierie en commun. Et la particularité de cette première expérience,
c'est qu'elle va concerner aussi des jeunes Mahorais qui vont venir se former sur le territoire martiniquais, puisque ce projet comporte 3 phases. La première phase sur le territoire de la Martinique, avec une phase d'immersion dénommée piscine. Monsieur Bentanan en parlera peut-être tout à l'heure, qui permet de remettre à niveau, si je puis dire, ces jeunes Mahorais et ces jeunes Martiniquais, de façon à ce qu'ils puissent intégrer l'Epitech avec, j'allais dire, une optimisation de succès, puisque après cette formation théorique à l'Epitech, ces jeunes, normalement, doivent tous bénéficier d'un contrat de professionnalisation. La suite leur appartient. Soit ils réinvestissent les compétences sur leur territoire d'origine, donc Martinique et Mayotte, soit ils poursuivent effectivement en métropole. Pourquoi pas poursuivre sur, j'allais dire, un niveau, un bac plus 5, puisque je crois, M. Bentanan, que c'est arrivé déjà par rapport aux premières promotions d'Epitech, ou bien effectivement tenter l'expérience professionnelle en métropole. L'idée, c'est qu'il y a trop de jeunes décrocheurs sur nos territoires d'outre-mer. Et à un moment, voilà, on est à un tournant là. Soit on laisse la jeunesse s'enliser sans espoir, soit on considère que la formation peut être, j'allais dire, une variable d'ajustement pour leur permettre une insertion sociale, professionnelle et l'inclusion sociale. Donc c'est un projet qui a une vocation économique pour ces jeunes et une vocation également de se dire qu'on a la capacité, ils ont la capacité de se projeter dans l'avenir. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'à la Martinique comme à Mayotte, on doive se priver des talents des jeunes sous prétexte qu'ils n'ont pas l'ajustement formation correspondant. Et de manière pratique, M. Bentanan, est-ce que vous pouvez nous détailler la philosophie de ce projet ? Donc le projet Web Academy, la philosophie, c'est de se dire que le fait de ne pas avoir son bac, le fait d'avoir décroché scolairement n'est pas un handicap. Et que le monde du numérique ouvre un champ de possibles au plus grand nombre. Et donc nous avons démarré en 2010 avec une promotion avec une vingtaine de jeunes qui n'ont pas eu leur bac. Et aujourd'hui, sur ces 20, vous en avez, à la fin de la formation, elle dure 2 ans cette formation. Donc il y a 1 an de façon très intensive et puis ensuite il y a 1 an en entreprise, donc en alternance, ce qu'on appelle, pour se côtoyer au monde du job. Et donc il y a eu 100% d'emploi à la fin. Donc toute la méthode de ce projet, c'est vous avez des jeunes qui ont une vraie passion. La compétence vient souvent par la motivation et non pas l'inverse. Et donc vous avez une particularité, c'est à la fois une motivation qui est liée au fait qu'ils ont décroché scolairement pour plein de raisons. C'est pas parce qu'on n'est pas très bon en maths ou en français, il y a de multiples raisons familiales, environnementales, qui fait qu'à un moment donné on décroche scolairement. Mais c'est parce qu'ils n'ont décroché scolairement que derrière ils n'ont pas à pouvoir suivre ce type de formation. Car la difficulté, quand on n'a pas le bac, on n'a pas accès à un certain nombre de formations. Et le principe de la Web Academy, c'est de donner une nouvelle chance à ces jeunes pleins de potentiel. Et on a démarré avec une vingtaine, on a fait une deuxième promotion avec une 50aine. Aujourd'hui, on a plus de 150 jeunes qui sont en formation. L'idée, c'est d'en former 1 millier. Et quand nous avons rencontré Opcalia, quand nous avons rencontré l'ADOM, quand nous avons rencontré AGEFMA, toutes ces personnes se sont dit pourquoi nous n'essayerions pas de mettre ça en place en Martinique, à Mayotte et dans les DOM. Et donc l'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de faire un premier essai en formant 25 jeunes qui vont venir à Paris à partir du mois d'avril, et à partir de ce projet-là, de voir de quelle façon on pourrait le déployer outre-mer. Alors, Madame Laquin, c'est bien d'une formation diplômante et en mobilité dont il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière pratique comment ces jeunes sont aidés ? Alors, dans le cadre de la mobilité, les jeunes pourront bénéficier déjà du billet d'avion, donc prise en charge à 100% dans le cadre du dispositif de la loi, la LODEOM. Nous avons donc le décret du 18 novembre 2010 leur permettant d'avoir ce billet gratuitement et de pouvoir aussi bénéficier du billet retour jusqu'à 2 ans après la fin de leur formation. Alors, nous avons aussi tout l'aspect financier à voir pour que ces jeunes puissent avoir des revenus durant leur formation. Donc nous allons compléter la rémunération de base octroyée par le Conseil régional de la Martinique par une allocation complémentaire de mobilité. Cela permettra aux jeunes d'avoir un revenu de 700 € mensuels. Nous allons à leur arrivée leur verser aussi une aide à l'installation de montant de 800 €, leur permettant de s'équiper et d'attendre les premiers versements de rémunération. C'est aussi à l'ADOM qu'incombe la recherche des logements, que les jeunes auront bien évidemment à payer leur loyer.
Et nous sommes donc actuellement en train de rechercher ces logements. Mais ce qui est aussi de très important, c'est l'accompagnement qu'ils vont bénéficier tant au niveau de leur lieu de vie, parce qu'à la DOM, nous avons une chargée d'hébergement qui a pour mission d'être référent pour toutes les questions autour du logement. Et ils ont aussi une conseillère d'insertion professionnelle qui, tout au long de la formation, va être l'interface entre Opcalia, Epitech et nous-mêmes pour vraiment sécuriser les parcours. Alors, c'est autour de toutes les questions matérielles, mais aussi des questions d'éloignement de la famille, des éventuelles baisses de morale, et puis de les aider aussi sur la gestion du quotidien, parce qu'ils arrivent, les repères sont différents, et nous avons un peu tout ce travail-là à leur niveau. Donc, il y a un véritable accompagnement qui est mis en place. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça sécurise le parcours. Ça permet aux jeunes d'être, dès le départ, vous savez, ça commence dès l'aéroport, où ils sont attendus, accueillis. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu est de ne pas seulement les permettre d'entamer une formation, mais c'est surtout leur permettre d'effectuer cette formation dans de bonnes conditions afin de valider et d'être effectivement au rendez-vous de l'emploi en fin de formation. Alors, Madame Mazias, on a bien compris le principe de ce projet, mais avec quels objectifs à terme? Les objectifs, on a commencé à les esquisser. Hein. C'est d'une part de déployer cette formation sur les 5 départements d'outre-mer en considérant les potentiels d'emploi et d'autre part que nos compatriotes des 5 DOM puissent réinvestir les compétences, les aptitudes sociales acquises au cours de cette formation dans les entreprises ultramarines, puisque c'est vrai que les métiers du numérique, de technologie de l'information, de la communication sont des métiers d'avenir, y compris, j'allais dire, sur ce territoire. Donc voilà les objectifs, et puis de rompre avec l'image que, encore une fois, tout se joue à la fin de la formation initiale et que quand tout est joué, on n'a pas envie de se mobiliser pour un devenir. Donc voilà, je tiens à remercier, j'en profite, particulièrement l'AGEFMA, parce que le sort et l'avenir des jeunes décrocheurs intéresse l'AGEFMA forcément de par ses missions, et que ce travail ne s'arrête pas à la Web Academy. On monte effectivement un certain nombre de projets avec l'AGEFMA, et je trouve qu'il y a de la cohérence, de la concordance et de la congruence dans les moyens que l'on met en œuvre. Donc c'est important parce que c'est une des conditions de réussite de cette expérimentation. Alors justement, puisqu'on parle de conditions, Monsieur Bentanan, peut-être sur les critères de sélection de ces jeunes, comment cela se passe? Donc, c'est un choix, le critère est assez simple, donc c'était le choix de Zubdeco depuis le début, c'est de démontrer que le fait d'avoir échoué dans son parcours scolaire avant le bac n'est pas quelque chose qui va les suivre pendant toute leur vie. Donc le critère, c'est 18-25 ans qui n'ont pas eu leur bac et qui sont surtout très motivés par le métier de développeur web ou les métiers du numérique en sens large. Donc ça, c'est les 3 critères principaux, qui est donc 18-25 ans sans le bac, motivés sur ce métier. Et en conclusion, la question peut-être pour vous 3, les enjeux pour la Martinique? Il y a une croyance qui est importante. Moi, je crois ça depuis un certain nombre d'années. Mais après, c'est que je pense que la Martinique et les DOM en général peuvent devenir la plateforme numérique du monde. On est dans une révolution dans le domaine du numérique après l'imprimerie. Aujourd'hui, on est dans l'éducation, l'e-santé. Il y a tout un tas de métiers qui peuvent se mettre en place. On est proche des États-Unis, on est proche de beaucoup de continents. Et donc, l'outre-mer peut être demain quelque chose de très puissant à partir du moment où on met en place des formations qui répondent à ces besoins. À la fois à travers ces jeunes très motivés, à la fois sur la logique géographique qui est de se dire, comme je ne peux pas m'étendre, le numérique est quelque chose où je peux m'étendre, à la fois sur le fait de dire qu'avec cette formation, je pars avec mon jean, mon t-shirt et un portable et je peux travailler dans le monde entier et puis revenir ensuite en Martinique pour pouvoir faire profiter les entreprises au niveau du local. Et donc c'est beaucoup d'ingrédients. C'est à la fois les acteurs, Opcalia, la DOM, AGEFMA, qui ont fait accélérer ce process parce que quand on parle de métropole, ça fait 4-5 ans qu'on en parle, le rythme institutionnel n'est pas aussi rapide. Donc c'est avant tout des personnes qui ont décidé de dynamiser ce système-là. Ensuite, le fait
tester, de faire valider auprès des institutions qu'on va bien former des jeunes et qu'ils auront bien un emploi à la suite, et ensuite de déployer ce programme-là sur les différents territoires. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ce projet. Voilà donc pour ce projet de Web Academy qui a fait l'objet d'une convention de partenariat signée à l'occasion des Assises régionales de la formation. Signature entre le ministère des Outre-mer, le Conseil régional, ZUBDECO, l'ADOM et Opcalia pour une Web Academy en Martinique et à Mayotte. La coopération interdom est en marche. Autre temps fort aussi, la validation d'une première convention cadre pour l'accompagnement des structures du secteur hôtellerie, tourisme, restauration et le développement des compétences des salariés et demandeurs d'emploi. En espérant vous avoir aidé à comprendre les enjeux de la formation professionnelle en Martinique, remerciements à toutes les équipes et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. En vous remerciant, passez une excellente soirée et à très bientôt.